Bonjour chers tous, bienvenue sur eSoft Vidéo Informatique. Aujourd'hui, nous allons parler des variables qui représentent une notion très importante en programmation, vu qu'il serait quasiment impossible d'écrire des programmes sans utiliser des variables. Et pour parler des variables, nous allons procéder en deux parties. La première partie sera consacrée à la définition des variables, à la déclaration des variables, à comment on écrit une variable, comment on crée une variable, quels sont les types de variables qu'on peut créer. Dans la seconde partie, nous allons voir comment changer la valeur d'une variable, comment incrémenter ou décrémenter la valeur d'une variable, comment demander à l'utilisateur d'entrer certaines informations qui seront stockées dans des variables que nous aurons au préalable créées. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, retenez que de façon générale en informatique, nous avons deux types de programmes. Nous avons des programmes qui affichent des fenêtres qu'on appelle des GUI ou Graphical User Interface, à savoir interface utilisateur graphique. Word, qui est sous vos yeux présentement, est un programme fenêtre. CodeBlock, qui est l'éditeur de code que j'utilise, est un programme fenêtre. Et ensuite, nous avons des programmes console qui, eux, n'affichent pas de fenêtre, mais affichent plutôt du texte à l'écran. Par exemple, si vous allez dans le menu explorateur que vous tapez CMD, nous allons voir un exemple de programme console. Voilà. Et donc, pour parler des variables, il nous serait difficile d'en parler sans parler de la mémoire RAM. Puisque la mémoire RAM étant la mémoire de travail de l'ordinateur, c'est dans cette mémoire que sont chargés tous les programmes qui sont en cours d'exécution. C'est-à-dire, lorsque l'ordinateur est éteint, la mémoire RAM est intacte, elle est vide. Si elle fait 2 Go, les 2 Go sont complets. Si elle fait 10 Go, les 10 Go sont complets. Si elle fait 1 Go, les 1 Go sont là, intacts, complets. Par contre, lorsque vous allumez l'ordinateur, le système d'exploitation se charge en mémoire RAM. Et tous les autres logiciels, toutes les autres applications que vous allez ouvrir, que vous allez utiliser, seront chargés en mémoire RAM. C'est pourquoi on dit que c'est la mémoire de travail. Une fois que, par exemple, j'ai ouvert Word, si je ferme Word, Word ne sera plus chargé en mémoire RAM. J'ai ouvert CodeBlock, actuellement CodeBlock est chargé en mémoire RAM. Le code source de CodeBlock est chargé en mémoire RAM. Si je ferme CodeBlock, le code source de CodeBlock ne sera plus chargé en mémoire RAM. Et l'espace qu'il avait utilisé, cet espace-là sera libéré pour qu'éventuellement un autre espace, enfin un autre programme puisse utiliser cet espace. Et donc, je vous ai fait un schéma très simple, très simple, de ce que c'est que la mémoire RAM. Comprenez que la mémoire RAM est un ensemble de cellules qui permettent de stocker temporairement des informations dans ces cellules-là. Je reprends, la mémoire RAM est un ensemble de cellules qui permettent de stocker temporairement des informations. Et ces cellules-là sont numérotées de 0 jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini ici, dépendant de la taille de la RAM. Et les numéros des cellules que j'ai mis, ce sont des numéros vraiment très simples que j'ai mis. Sinon, en réalité, ces numéros, bien que partant de 0 jusqu'à la taille de la mémoire, mais ces numéros sont écrits en code hexadécimal. Et c'est quoi le code hexadécimal? Le code hexadécimal, c'est un système de numération qui utilise les 10 chiffres naturels que nous connaissons, à savoir 1, 2, 3, 4, enfin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les 6 lettres de l'alphabet, les 6 premières lettres de l'alphabet, à savoir A, B, C, D, E et F. Tout à l'heure, lorsque nous allons
créer nos variables, nous allons voir le numéro de la cellule à laquelle est stockée notre variable. Tout à l'heure, nous allons voir ça. Et donc, en gros, retenez que l'idée de base qui se cache derrière cette notion de variable, c'est de pouvoir stocker temporairement une information dans la mémoire RAM. Ainsi donc, une variable n'est rien d'autre qu'une partie de la mémoire que l'ordinateur nous prête pour y mettre des valeurs. Aussi simple que ça. Et pour commencer à créer nos variables, je vous invite à aller dans CodeBlock et on va créer un nouveau projet pour commencer à créer nos variables. Et donc, on va dans CodeBlock, on fait Create a new project. Bien sûr, on va commencer par le programme console pour faire plus simple. Voilà, parce que nous sommes des débutants, nous sommes des apprenants. On ne va pas aller directement sur les fenêtres. En fonction de l'évolution des choses, nous irons doucement vers les fenêtres. On choisit le langage C++ parce que nous sommes en C++. On fait Next. On nous demande le titre du projet que nous voulons créer. Je vais l'appeler exemple. Voilà. Et en dessous, le dossier dans lequel nous voulons créer le projet. Moi, j'ai créé un dossier que j'ai appelé apps. Ce dossier est sur le C et c'est dans ce dossier que je mets tous mes programmes au fait. Tous les programmes que je développe sont dans ce dossier. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez mettre le projet partout où vous voulez. Vous pouvez le mettre sur le bureau, vous pouvez le mettre sur le D, vous pouvez le mettre n'importe où, dans n'importe quel dossier que vous voulez. Il va fonctionner pareil du moment où vous faites les choses correctement. Donc on clique sur Next et on fait Finish. Voilà. Une fois le projet créé, nous voyons dans l'arborescence de gauche le projet avec le nom que nous lui avons donné. Et dans le projet, nous voyons un dossier appelé source. Lorsque nous déroulons le dossier, nous voyons qu'il contient un fichier appelé main.cpp. Mais nous voyons que ce fichier main.cpp, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Nous n'avons fait que créer le projet appelé exemple. Et automatiquement, CodeBlock a généré le fichier main.cpp. Pourquoi est-ce que CodeBlock a généré automatiquement ce fichier main.cpp? Parce que c'est ce fichier qui commence à lire en premier. C'est-à-dire, lorsque on a un programme, même si ce programme contient 1000 fichiers, 1 milliard de fichiers, le compilateur commencera par lire le programme par le fichier main.cpp. C'est par le fichier main.cpp qui va commencer par lire le programme. Et donc lui-même automatiquement il génère ce fichier. C'est pas nous qui le créons. Bien sûr, nous pouvons créer d'autres fichiers qu'on peut ajouter au projet, mais ça viendra. Voilà. Et donc, pour voir ce que contient le fichier main.cpp, je vous invite à faire double-clic là-dessus pour l'ouvrir. Double-clic. Voici le code minimal qui est dans le fichier main.cpp. Eh bien, nous allons devoir expliquer ce que fait ce code et qu'est-ce que ça signifie. Mais avant d'expliquer le code, on va d'abord le compiler et l'exécuter pour voir ce que fait ce code. Voilà. Donc, on va venir sur Build and Run. On va cliquer pour compiler et exécuter le programme. Voilà. Voici ce que notre programme fait. Dans la console que nous voyons Hello World. Et en dessous, nous voyons Process Return 0, parenthèse 0, croix 0, parenthèse Execution Time 2.0.194 S. S pour 10 secondes. Press any key to continue. Point. Appuie n'importe quelle touche pour continuer. Voilà. Le Hello World qui est là,
c'est bien le test qui a été entré ici. Mais nous allons venir tout à l'heure à son explication. Et le process return, c'est un message que CodeBlock nous affiche pour dire que tout s'est bien passé. Le process return, je vais aussi revenir sur lui lorsqu'on va arriver sur le return 0. Et notre programme principal contient une dizaine de lignes. À la première ligne, nous avons dièse include IOStream. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Dièse include, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle une directive de préprocesseur. Directive de préprocesseur. Directive de préprocesseur. C'est quoi une directive de préprocesseur? Le préprocesseur, c'est un programme qui s'exécute juste avant la compilation. Et il a pour rôle d'inclure toutes les bibliothèques, tous les fichiers qu'on aura demandé d'inclure pour le bon fonctionnement du programme. Ici, cette première ligne nous demande d'inclure la bibliothèque IOStream dans le fichier main.cpp. Et donc, le préprocesseur, lorsqu'il voit cette ligne, je dois inclure IOStream. Il s'en cherche IOStream et il met IOStream. Il met le contenu de IOStream dans le fichier main.cpp. Et c'est quoi IOStream? IOStream, ce n'est rien d'autre que la bibliothèque qui gère les entrées et les sorties de l'ordinateur. Ça signifie input, output, stream, qui signifie flux d'entrée et sortie. Voilà. Donc c'est cette bibliothèque qui nous permet de gérer le flux d'entrée et sortie de l'ordinateur. Et retenez que pour l'ordinateur, l'entrée c'est soit le clavier, soit la souris, et la sortie c'est l'écran. Ensuite, la ligne du bas, nous avons using namespace std qui est en fait une instruction, justement parce que ça se termine par un point virgule. Toute instruction se termine par un point virgule. C'est d'ailleurs par ça qu'on la reconnaît. S'il n'y a pas de point virgule, ce n'est pas une instruction. Voilà. Et cette instruction demande à l'ordinateur d'utiliser le namespace std. Le namespace, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les noms d'espace. Les noms d'espace pour dire, qui correspond à la bibliothèque standard livrée par défaut avec le langage C++, dont fait partie IOStream. La bibliothèque standard C++, la bibliothèque standard est livrée par défaut avec le langage C++. Et dans cette bibliothèque-là se trouve IOStream. Et donc, en disant à l'ordinateur, utilise le nom d'espace std, c'est une manière de lui dire, il faut utiliser la bibliothèque standard qui a été livrée avec le C++. C'est dans cette bibliothèque-là que se trouve IOStream. Et ensuite, nous voyons la fonction principale qui est la fonction principale du programme. Tout programme écrit en C++ avec CodeBlock a une fonction principale. C'est dans cette fonction qu'on dit à l'ordinateur ce que doit faire notre programme. Bien sûr, on peut écrire des bouts de code ou bien des programmes dans d'autres fichiers ou bien même en dehors de la fonction main. Mais toujours est-il que c'est la fonction main qui est la fonction principale. C'est comme ça.
Et vous remarquez l'accolade ouvrante et l'accolade fermante qui délimitent ici le début et la fin de la fonction. Et une fois dans la fonction, qu'est-ce que nous voyons? On voit C-O-U-T. Lisez see out. See out. Parce que le C, c'est see en anglais. Et out pour dire sortir. Voilà. See out qui demande au fait d'afficher le test Hello World. Et à la fin de l'instruction, nous avons underline point virgule. Underline qui signifie fin de ligne. Donc c'est pour dire que le test est terminé, on retourne à la ligne. Et donc, lorsque on a exécuté ce code tout à l'heure, on a vu que ça nous affichait bien Hello World, n'est-ce pas? Ok. Et à la suite de cette instruction, nous avons une autre instruction en bas qui est return 0, c'est-à-dire retourne 0. Pourquoi retourne 0? Parce que en retournant 0, ça signifie que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu de soucis. Si ça avait été une autre valeur différente de 0, ça aurait signifié qu'il y aurait eu problème. Et donc là, il aurait fallu chercher là où il y a problème et puis résoudre ce problème. Mais une fois que ça retourne 0, ça veut dire que tout s'est bien passé. C'est d'ailleurs le message qui s'affiche dans la console ici. Process return 0. Le return 0 là. Voici le message que la console nous affiche. Process return 0. Tout s'est bien passé. Press any key to continue. On va appuyer sur n'importe quelle touche pour continuer. Voilà. Et si vous voulez, pour vous rendre compte que c'est bien le test généré automatiquement par CodeBlock qui s'est affiché dans la console, je vous invite à changer le test et à mettre bonjour tout le monde. Bienvenue sur eSoft vidéo informatique. Voilà. Et nous allons recompiler et réexécuter pour voir ce que ça va donner. Voilà. Nous voyons bien que c'est bel et bien le test que nous avons tapé qui s'affiche dans la console. Mais comme vous remarquez, le test s'affiche en haut et à gauche de la console. Et moi personnellement, ça me dérange. Je voudrais qu'il soit affiché une ou deux lignes en dessous et qu'il soit plus vers la droite. Et donc pour cela, on va utiliser ce bout de code qui n'est rien d'autre que anti/n pour dire retour à la ligne, anti/n et anti/t pour dire tabulation. Voilà, une fois que c'est fait, ce sera OK. On réexécute le programme. Voilà. Et là, vous constatez que il y a eu décalage non seulement vers le bas, mais en plus vers la droite. Voilà. Je vais enlever une tabulation pour que tout le test se tienne sur une ligne. Voilà. Super. Tranquillement, super. Voilà. Pour l'instant, nous n'avons créé aucune variable. Nous avons juste expliqué le fonctionnement du code minimal qui a été automatiquement généré par CodeBlock. Et à la suite de ça, nous allons commencer par créer nos variables. Alors, comme je vous ai dit tantôt, sachez que les variables sont temporairement stockées en mémoire. Et la mémoire RAM, comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de cellules, voilà, qui permet de stocker des valeurs. Et ces cellules-là sont numérotées. Pour
pour votre vocabulaire et ça va vous servir plus tard. Retenez que les numéros de ces cellules-là, c'est ce qu'on appelle les adresses. Mais bien sûr, c'est en hexadécimal. Voilà. Après avoir expliqué le code minimal, on va maintenant créer nos variables. Mais il y a des règles à respecter avant de créer nos variables. Sachez que nos variables ont des noms. Les variables ont des noms. Les variables ont des types et les variables ont des valeurs. Voilà. Voici le principe de création de variables. Lorsqu'on crée une variable, il faut donner le type de valeur que cette variable doit contenir. De 1. Il faut donner le nom de la variable. De 2. Et il faut donner la valeur que va contenir cette variable. De 3. Nous allons parler des types. Les types de variables que nous pouvons avoir. Nous avons le type entier. Le type entier qui en anglais signifie integer. Donc int, pour dire entier. Qui a son pareil qu'on peut appeler long, qui est un type de variable qu'on appelle long, mais qui est aussi pareil que int. Donc c'est pourquoi je vais pas le mettre. Nous avons un type de variable qu'on appelle double pour les nombres décimaux, qui a aussi son pareil qu'on appelle float, mais qui a un intervalle beaucoup plus grand que double, mais double est largement suffisant. Et ensuite, nous avons un type de variable qu'on appelle les booléens, c'est-à-dire les types de variables qui prennent soit vrai, soit faux, soit vrai ou faux. À un certain moment donné, lorsque vous allez créer des programmes, vous aurez envie de savoir si une valeur est vraie ou fausse. Voilà, c'est ce type de variable qu'il va falloir utiliser pour créer. On appelle les booléens. Ensuite, nous avons un autre type de variable qui permet de stocker des caractères A, B, C, D, Z. Ce type de variable, on l'appelle char. Des points, des caractères. Et nous avons un autre type de variable qui permet de stocker les chaînes de caractères, tels que les noms, mon nom, votre nom, le nom de votre voiture, voilà, tout ce qui est chaîne de caractères. Ce type de variable s'appelle string, ou dit chaîne de caractères. Voilà, ça c'est pour tout ce qui concerne les types de variables. Sachez que ce n'est pas tous les types de variables que j'ai mis, mais je vous ai mis les plus essentiels qu'on utilise le plus souvent et qu'on pourra éventuellement, voilà. Et à la longue, dans les prochaines vidéos, dans les prochains programmes, nous verrons comment créer nos propres types de variables. Oui, c'est possible, mais pour l'instant, allons-y doucement. Après le type de variable, il faut donner le nom à la variable. Et comment est-ce qu'on écrit le nom d'une variable? Il y a un certain minimum de choses à respecter. D'abord, les noms des variables sont constitués de lettres, de chiffres et de underscore. De lettres, de chiffres et de underscore. Underscore, c'est le tiret de 8. Après le nom, enfin, après les lettres et les chiffres et l'underscore, nous avons que le premier caractère d'une variable doit être une lettre. Toujours, le premier caractère d'une variable doit être une lettre, soit en majuscule, soit en minuscule. Le premier caractère doit toujours être une lettre. C'est comme ça. Peu importe qu'elle soit en majuscule ou en minuscule. La troisième condition pour écrire le nom d'une variable,
c'est qu'il n'y a pas d'accent dans le nom d'une variable. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et la dernière règle à suivre, c'est que on ne peut pas mettre d'espace entre les noms des variables. Dans le nom, pas d'espace dans le nom des variables. Et alors, si vous avez une variable qui est constituée de plusieurs mots par exemple, vous pouvez à chaque nouveau mot écrire une majuscule ou bien tout simplement séparer ces différents mots par l'underscore. Tout à l'heure, nous allons voir des exemples et vous verrez comment est-ce que ça se passe. Et après le nom de la variable, il faut donner une valeur à cette variable-là. Il faut dire que la valeur de la variable n'est pas obligatoire lors de la création de la variable, mais il est fortement recommandé de donner une valeur à la variable qu'on crée dès le début. C'est ce qu'on appelle l'initialisation. Pourquoi on doit initialiser une variable? Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, après avoir vu les différentes conditions à respecter pour la création des noms de variables, nous allons déclarer une variable dans notre fonction principale, à savoir le main. Nous allons déclarer une variable de type entier par exemple. Nous allons déclarer une variable de type entier par exemple. Pourquoi pas int nombre quelconque. On va appeler nombre quelconque. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais que pour créer une variable, il faut d'abord donner son type, le type de la variable. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure en mettant int. Vous dites que la variable que je vais créer là, elle va stocker une valeur de type entier. De 1. De 2, les noms des variables sont constitués de lettres, de chiffres et de underscore. Ce que j'ai fait, bon, moi j'ai pris rien que des lettres pour l'instant, mais vous pouvez bien mettre des underscores. Le premier caractère doit être une lettre, bien sûr, c'est une lettre. Pas d'accent, bien sûr, il n'y a pas d'accent. Pas d'espace dans le nom des variables, bien sûr, il n'y a pas d'espace. Vous voyez que le nom de ma variable est constitué de 2 mots. Mais lorsque je suis arrivé sur le second mot, j'ai mis la première lettre de ce second mot en majuscule pour dire que là, c'est un nouveau mot que je commence. Vous pouvez adopter cette manière de faire si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligé. Quelqu'un d'autre aurait bien pu faire quelque chose comme ça, mettre underscore et puis mettre un Q. C'est pareil. Mais moi, j'ai préféré faire comme ça. Ça ne dérange pas. Voilà. Et donc, après avoir créé notre variable, on a dit qu'il fallait l'initialiser. Mais là, on ne l'a pas encore initialisé. Ce que cette ligne fait, cette ligne demande à l'ordinateur de lui donner un espace en mémoire où il va pouvoir stocker une valeur de type int. Et cette valeur-là aura pour nom entier. Bien sûr, on ne connaît pas encore cette valeur parce qu'on n'a pas encore initialisé, on n'a pas encore donné de valeur à la variable. Bien vrai qu'elle est créée, bien vrai qu'elle a un nom, elle a un type, mais elle n'a pas encore de valeur. Et pour voir l'intérêt d'initialiser une variable, je vais vous demander ici d'afficher le contenu de cette variable-là. Donc, on va afficher nombre quelconque. On va demander à l'ordinateur d'afficher nombre quelconque. Voilà, donc on va compiler et exécuter. Voilà. On voit bien que lorsque nous avons créé notre variable int, s'il vous plaît, ça s'appelle la déclaration de variable. Quand on a fait ça, on dit qu'on a déclaré
notre variable. C'est bon pour le vocabulaire. C'est bon pour le vocabulaire. On a déclaré une variable. Non, déclarer une variable, au fait, c'est juste écrire la variable, son type, son nom et éventuellement sa valeur. Pour l'instant, nous n'avons pas encore mis de valeur dans la variable. Pourquoi? C'est fait exprès pour que vous voyez l'intérêt d'initialiser une variable dès sa création. Nous avons affiché le contenu de la variable qui est 428 58 22. Mais ce nombre-là, il vient d'où? Dans notre code ici, nulle part nous n'avons mis ce nombre-là quelque part. Il n'existe nulle part. Mais il vient d'où? Il est en fait le reste d'un programme qui est déjà passé dans la mémoire RAM à l'emplacement exact où cette variable a été stockée. Je vous ai dit tout à l'heure que la mémoire RAM peut être vue comme un ensemble de cellules qui permettent de stocker des valeurs. Et donc, s'il y a un programme qui a été déjà chargé en mémoire RAM en une cellule bien précise et que ce programme n'est plus chargé, après qu'il ne soit plus chargé, il a libéré l'espace qu'il utilisait. Et si un autre programme vient s'exécuter, bien sûr, il va s'exécuter, il sera chargé dans l'espace que l'autre a laissé. Et s'il y a des restes, des résidus de valeurs, des variables qui sont restées, la variable que nous on a créée ici, elle va prendre une valeur quelconque, elle va prendre une valeur qu'on ne connaît pas, elle va prendre une valeur aléatoire qui n'est rien d'autre que le résidu, qui n'est rien d'autre que le reste d'une variable qui était contenue d'un autre programme qui est passé par là, c'est tout. Donc, pour éviter de nous retrouver dans ce genre de situation où on ne pourra pas maîtriser, où on ne pourra pas connaître la valeur de la variable dès le début, il est important d'initialiser la variable. Donc, nous mettons int nombre quelconque pour donner une valeur initiale à la variable. Nous allons ouvrir la parenthèse et nous allons mettre un nombre quelconque, nous allons mettre 101 tout simplement. Et cette fois-ci, lorsque nous allons exécuter le programme, ce ne sera plus le nombre que nous avons vu, mais ce sera bien 101 qui va s'afficher. Voilà. Parce que là, nous avons donné une valeur nous avons donné une valeur à notre variable. Donc c'est cette valeur qui s'affiche. Donc en faisant cout nombre quelconque, on demande à l'ordinateur d'afficher la valeur de la variable nombre quelconque. Et tout naturellement, il affiche 101 parce que c'est 101 qui est la valeur de la variable en fait. Si je mets 25, bien sûr, ce sera 25. Ce sera la valeur de la variable. Voilà, 25, tout simplement. Voilà. Maintenant, si vous vous souvenez, lorsque je vous parlais de la RAM, je vous ai dit que les cellules qui contiennent les variables ont des numéros. Ces cellules-là sont numérotées. Bien sûr, ce n'est pas numéroté tel que c'est fait, tel que je vous ai présenté ici. C'est numéroté en code hexadécimal, mais là, c'est quelque chose de très simple pour vous présenter afin que vous puissiez déjà vous faire à l'idée. Et donc, vu que nous avons créé une variable, vu que cette variable est stockée en mémoire, mais nous pouvons quand même être curieux pour chercher à savoir mais quel peut être le numéro de la cellule à laquelle est stockée notre variable, n'est-ce pas? Et donc pour ce faire, nous allons mettre une esperluette devant le nom de la variable. Et donc en le faisant, on va demander à l'ordinateur d'afficher le numéro de la cellule à laquelle la variable nombre quelconque est stockée.
Et là, ça ne va plus afficher la valeur 25, mais ça va afficher le numéro de la cellule à laquelle notre variable nombre quelconque est stockée. Waouh, super, super. Et là, on n'a plus 25. C'est vrai que notre variable nombre quelconque vaut toujours 25. Elle a toujours une valeur de 25. Mais ici, ce qui s'affiche, ce n'est pas la valeur de la variable nombre quelconque, mais c'est plutôt le numéro de la cellule à laquelle notre variable nombre quelconque a été stockée. Voilà. Et donc, pour revenir à la mémoire RAM, comme je vous l'avais dit, véritablement, voici comment les numéros des cellules sont écrits. Ce n'est pas écrit tel que moi j'ai fait de façon simple. Je répète encore, c'était juste pour vous expliquer. Mais en réalité, voici comment est-ce que c'est écrit. Et ça, c'est du code hexadécimal. C'est du code hexadécimal. Voilà. Et pour votre vocabulaire, retenez que ce numéro-là, c'est ce qu'on appelle l'adresse d'une variable. Le numéro de la cellule dans laquelle est stockée une variable, ce numéro-là s'appelle l'adresse de la variable. Mais ce n'est pas la valeur de la variable. C'est l'adresse de la variable. La valeur de la variable, je vais vous faire encore une capture d'écran. La valeur de la variable, c'est bien sûr 25. Et c'est comme ça que sera stocké en mémoire notre variable. Dans la mémoire, nous aurons la valeur 25 dans une cellule qui représente la valeur de notre variable nombre quelconque, mais ce n'est pas le numéro de la cellule qui contient cette valeur-là. Le numéro de la cellule qui contient cette valeur-là, c'est bien ce numéro qui est là, qui est en hexadécimal, qui n'est rien d'autre que son adresse. Donc, retenez que une variable a un type, une variable a un nom, une variable a une valeur et une variable a une adresse. Le type de la variable, le nom de la variable, la valeur de la variable sont définis par le développeur, par le programmeur. C'est lui qui définit le type de la variable, le nom de la variable, la valeur de la variable ou éventuellement l'utilisateur. Par contre, le numéro de la cellule à laquelle est stockée la variable ne dépend pas, enfin, n'est pas écrite par le programmeur. C'est l'ordinateur, selon la disponibilité de l'espace en mémoire RAM, qui donne la valeur, qui donne le numéro de la cellule à laquelle est stockée notre valeur. J'espère que vous comprenez. Vous devez comprendre. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Voilà. Et donc, on revient dans notre code bloc et on va fermer cette fenêtre. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question pour notre première partie. Ah oui, les variables, enfin, les commentaires. Il faut que je vous parle des commentaires. Vous voyez les lignes qui commencent par les 2 slash. C'est ce qu'on appelle des commentaires. Je les ai mises sans vous en parler, juste pour expliquer ce que fait les différentes lignes de code qui ont été générées automatiquement par CodeBlock et ensuite la ligne que nous avons écrite. Et il faut savoir qu'il y a 2 types de commentaires. Il y a le commentaire sur une ligne qui commence par 2 slash et à la fin il n'y a rien. Et ensuite il y a le commentaire sur plusieurs lignes, tel que le commentaire du bas qui commence par slash étoile et qui finit par étoile slash. Voilà. Et les commentaires, lors de la compilation, les commentaires sont ignorés par le compilateur. Une fois qu'il commence à lire le code de haut en bas et qu'il arrive sur une ligne de commentaires, il ignore carrément tout ce qui est écrit après
la ligne de commentaires. Oui, les commentaires servent à la compréhension du code qui a été écrit. Ça sert au programmeur lui-même et ça sert à quelqu'un d'autre qui pourrait prendre le programme de quelqu'un qui a développé, de quelqu'un qui a créé un programme. Si quelqu'un d'autre prend son code, il peut lire et à travers les commentaires se retrouver plus facilement. Voilà, c'est très important de commenter un code. Ok, donc pour revenir à notre valeur de variable, nous allons enlever SPLUET et nous allons réexécuter le code et nous allons voir que ça nous donne toujours 25. Ok, ça nous donne 25. Pareil. Nous allons créer une deuxième variable, cette fois-ci de type chaîne de caractères, string, que je vais appeler nom quelconque. Nom quelconque. Bien sûr qu'on doit initialiser une chaîne de caractères, nom quelconque, que je vais appeler AZT. Un exemple. Point virgule à la fin, parce que c'est une instruction. Ça demande à l'ordinateur de faire quelque chose de précis. Et cette fois-ci, nous allons afficher nom quelconque. Nous n'allons pas afficher le nom, nous allons afficher plutôt le nom quelconque. Exécutons pour voir ce que ça donne. Nom quelconque, ça nous affiche bien AZT, parce que c'est le nom que nous avons donné. Le nom que nous avons donné. Et si nous voulons voir l'adresse, c'est-à-dire le numéro de la cellule à laquelle est stockée notre variable nom quelconque, il nous suffit de mettre une SPLUET devant le nom de la variable et on recompile. Voilà. On voit bien que le numéro de la cellule à laquelle est stockée notre variable est différent du numéro de la cellule à laquelle est stockée notre variable quelconque. Je vais d'ailleurs afficher ces deux. Voilà. On va faire cout, nom quelconque, puis excusez-moi. Voilà. Et puis ça, je fais nom quelconque. Voilà. Nous allons exécuter ce code pour voir ce que ça nous donne. Il va falloir séparer. Voilà. Adresse. Et là aussi, adresse. Exécuter. Voilà. Adresse de la variable. CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais mettre nom de la variable. Enfin, valeur de la variable, pardon. Tout à fait.
Nous allons exécuter ce code pour voir ce que ça donne. Voilà. Valeur de la variable 25. Adresse de la variable, voilà. Et vous voyez que les adresses ici sont bien différentes. Ici, on a 0 fois 28 FE F8. Ici, on a 0 fois 28 FE F4. Donc, c'est-à-dire que les deux variables sont stockées dans des cellules différentes, ce qui est normal. Mais on a l'impression qu'elles sont côte à côte parce qu'il n'y a pas vraiment grande différence entre les nombres. Et donc, je voulais faire ce schéma pour récapituler un peu. Donc, lorsque vous créez une variable et que vous exécutez le programme qui contient cette variable, la valeur de la variable est stockée en mémoire. Ce n'est pas le nom de la variable qui est stocké en mémoire, c'est la valeur de la variable qui est stockée en mémoire. Le nom de la variable, c'est comme une étiquette, voilà, qui est collée sur la valeur de la variable. Et à travers cette étiquette, l'ordinateur sait quelle est la valeur de cette variable. C'est un peu comme ceux qui font voilà, les courses de fond dans les jeux olympiques. Ils ont un dossard sur le dos. Voilà, c'est comme l'étiquette, c'est pas ça qu'on les reconnaît. Voilà, justement. C'est juste un truc imagé. Voilà. Et donc, nous avons créé nos premières variables. Nous les avons initialisées. Nous avons fait pas mal de choses. Voilà, nous avons vu les adresses qui sont très importantes. Retenez, ça va vous rattraper plus tard. Voilà. Et pour cette première partie, je pense que nous avons fait quand même un tour d'horizon, même si c'est vrai que nous n'avons pas tout dit. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. Nous nous ferons fort d'en tenir compte parce qu'en vérité, nous sommes là pour vous. Et voilà. Nous vous disons merci et à la prochaine pour la deuxième partie.